Alors, on va parler de cette question notamment, mais d'autres choses également avec nos stratèges habituels. Vous les connaissez, Gilles Duceppe, Farouk Karim, Rodolphe Huzenay et Jérémy Gio. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, cette annonce de Québec, vous l'avez vu, elle a fait des vagues, autant à Ottawa qu'au Québec. Le chef du Parti québécois, notamment, parle de dérive. Le monde des affaires dénonce cette décision. Alors, on peut se demander pourquoi la CAQ est allée de l'avant avec ce moratoire. Commençons par vous, Gilles. Je ne sais trop. Ce que je sais, cependant, c'est qu'il y a eu une entente en 77, Colin Couture, sur l'immigration de Québec à Ottawa, suivie d'une autre plus complète en 91, McDonald, Mme Gagnon-Tremblay. Et je pense qu'il serait beaucoup plus simple si Ottawa n'intervenait que pour les questions de réfugiés. Il faut être un pays pour ça. Et toutes les autres, laisser à Québec le soin de développer des politiques cohérentes. Parce que là, on a deux gouvernements qui interviennent dans un même champ de compétences avec deux groupes de bureaucrates de part et d'autre. C'est pas compliqué qu'on se perd dans ça, là. C'est pas facile, quand on a un problème de cette complexité, d'intervenir de deux façons à deux endroits différents. Je pense, moi, qu'il faudrait clarifier ça et avoir une troisième entente sur l'immigration pour que les choses soient plus claires. Sinon, on se bat pour tenter de gagner des pourcentages quant au vote, plutôt que de s'occuper des gens. Bon, et deux annonces dans la même semaine en plus. Farouk Karim, est-ce qu'on peut se demander pourquoi la CAQ est allée de l'avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon-là? Oui, manifestement, je crois que la CAQ pense qu'elle perd du terrain sur un terrain qui était gagnant pour elle à l'origine. On se rappelle de l'expression de M. Legault, on en prend moins pour en prendre soin. On a vu que ça a duré juste une année. Merci aussi à la pandémie, les seuils ont baissé, mais tout d'un coup, ces seuils ont augmenté, surtout via l'option temporaire. Et donc, M. Legault se trouve un peu les culottes à terre. Il y a également M. Trudeau qui, idéologiquement, est pas proche de M. Legault sur les questions d'immigration. Lui aussi veut couper. M. Saint-Pierre Plamondon, lui aussi veut couper. Et à ce moment-là, M. Legault se retrouve un peu dos au mur et lui aussi veut avoir son propre programme de coupure en immigration. Alors, c'est une surenchère qui n'augure rien de bon pour l'avenir, pour le débat politique. Êtes-vous de cet avis aussi, Rodolphe? Oui, parce que surtout, de ce qu'on apprend, c'est que oui, peut-être qu'il y a des coupures ou peut-être des moratoires, mais quand on fouille un peu, on voit que les chiffres aussi continuent à augmenter, en tout cas au Québec. Donc, je pense que maintenant, c'est devenu une joute totalement politique, que ce soit à Ottawa ou que ce soit à Québec. Et pour être très, très franc, on comprend plus rien en termes de chiffres ou quoi que ce soit. Avant, je pense que la CAQ était sur l'offensive concernant, par exemple, les réfugiés et la répartition des réfugiés dans le reste du Canada et que le Canada en avait trop. Maintenant, on dirait qu'on ne parle plus de ça. On est venu maintenant sur les temporaires, les permanents, etc. Je pense que l'annonce du Bloc québécois en début de semaine a beaucoup à faire, en tout cas, concernant la sortie de la CAQ et que maintenant, que ce soit la CAQ ou en tout cas le gouvernement de M. Justin Trudeau, on dirait qu'ils sont plus capables de s'asseoir en tout cas à une table et qu'ils ne se parlent que par médias interposés. Jérémy, est-ce que c'est aussi votre pensée? Est-ce qu'il y a lieu d'y avoir une nouvelle entente, comme le suggérait Gilles Duceppe? Une nouvelle entente, je ne sais pas, mais la Coalition Avenir Québec est certainement sortie pour éviter d'être rebaptisée la Coalition Contradiction Québec. Après ces contradictions en laïcité, après ces contradictions en dépenses publiques, maintenant on les voit se contredire en immigration. On se souviendra de François Legault qui disait que 50 000 immigrants, et je cite, plus de 50 000 immigrants, c'est suicidaire pour le Québec. Et là, M. Legault, tout apparaissait pour dire qu'il allait atteindre 67 000 immigrants l'année prochaine. Donc, c'est ce qui explique la sortie de M. Roberge. C'est une perte de contrôle dans le dossier de l'immigration qui est généralisée, tant à Ottawa, comme aimait bien le dire François Legault, mais là, on se rend compte que cette perte de contrôle-là affectait également la Coalition Avenir Québec et c'est pour ça qu'on a vu le ministre de l'Immigration sortir cette semaine. Et c'est aussi beaucoup de chiffres. On se sent un peu enseveli par moments, on s'y perd dans ces chiffres. Est-ce que derrière tout ça, on n'est pas un peu en train de perdre notre humanité? Je reste avec vous, Jérémy. Bien, c'est sûr, moi, ça m'inquiète énormément le ton qu'on voit. Et tout le discours sur l'immigration à Québec, ça vient d'où? Ça vient de l'école Bedford. Vous savez, cette école où on a accusé la directrice générale de la CSSDM de ne pas faire son travail. Bref, il y a des adultes qui se sont mis la tête dans le sable.
pour ne pas protéger les enfants. Et là, des politiciens matérialisent et instrumentalisent cette crise-là pour en faire une question d'immigration et on est rendu à descendre les seuils. Pour moi, tout le narratif autour de la diversité, autour de l'immigration en ce moment est dans un endroit très polarisé et c'est pas bon, comme le disait Farouk un peu plus tôt, c'est pas bon pour l'avenir du débat en matière d'immigration. Rodolphe, est-ce qu'on oublie les gens derrière les chiffres? Oui, on oublie les gens parce que tout d'abord, on parle de délais qui des fois vont de 3, 4, 5. J'ai même vu une nouvelle que ça irait jusqu'à 7 ans, par exemple, pour l'étude de cas de certains réfugiés ou quoi que ce soit. Il y a des gens, il faut pas l'oublier, qui attendent 3, 4, 5 ans aussi pour déposer des demandes et être acceptés et venir au Canada, au Québec. Donc, je pense que oui, au-delà des chiffres, il y a des gens, mais aussi, il faut regarder une vision d'ensemble. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi, que ce soit à Ottawa ou à Québec, d'additionner les 3 colonnes de chiffres en termes des catégories, des différentes catégories, et d'avoir un certain équilibre parce que moi, je peux comprendre que ce soit les étudiants étrangers, que ce soit les entreprises ou que ce soit des gens qui veulent venir immigrer, ils veulent de la prévisibilité, qu'on soit d'accord avec un chiffre ou pas, mais en tout cas, ne changeons pas en tout cas tout le temps de chiffres par rapport à des stratégies de communication, à des poids politiques. C'est intéressant, Farouk. Est-ce qu'on est justement en train de perdre cette prévisibilité? Oui, mais ça fait déjà un bout en matière de politique migratoire. Ce n'est pas pour rien qu'on est rendu dans ce fouillis. On parle de temporaire, de économique, de demandeurs d'asile. Monsieur Doucet parlait des dédoublements. C'est encore plus vrai au Québec, c'est pas le cas ailleurs au pays. Donc, ça complexifie tout ça. Moi, j'ai parlé du discours qui risque de déraper. On le voit au sud des États-Unis. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine en matière de politique américaine, mais ça risque aussi d'influencer sur notre débat. Bon, si je peux une lueur d'espoir devant ce discours un peu très alarmiste, là, ce que je pourrais dire, c'est qu'au moins cette fois-ci, plusieurs partis politiques de tendances différentes discutent de cette politique-là, ce qui fait en sorte qu'au moins on en débat et qu'il n'y a pas une partie du débat public qui dit non, il faut pas en parler, ce qui, à mon avis, fait juste exacerber le problème. Parlons-en d'une manière sérieuse, rigoureuse, avec respect. Parce que la politique migratoire au Canada comme ailleurs au monde, on ne finira plus d'en parler. On a juste à parler des migrants climatiques qui vont se multiplier au cours des prochaines années. Donc, ça va continuer d'en parler, de ce vivre ensemble, de comment on gère cette diversité. Il faut le faire avec hauteur. Et c'est quand même de bon augure que tous les partis de toute tangente commencent à en parler. Est-ce qu'on gère bien ce vivre ensemble, Gilles? Moi, je répète ce que je dis au départ, ça prendra une autre entente. D'autre part, il ne faut pas en faire un débat seulement Québec-Canada. Il y a eu des sondages démontrant que les Québécois étaient plus ouverts à l'immigration que tout le reste du Canada, puis que toutes les provinces, une par une. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Et il faut être clair aussi sur le fait que les gens qui viennent ici ne choisissent pas le Québec ou le Canada pour le climat. Ils viennent ici là, parce qu'il y a des problèmes importants de nature économique ou politique dans leur pays. On n'a pas suffisamment investi dans l'aide à l'étranger. Ce qui fait que des pays comme Haïti ont perdu leurs médecins, ont perdu leurs intellectuels, ont perdu leurs infirmières. On voit ce qui arrive aujourd'hui. Or, moi, je pense qu'il y a un manque d'humanité parce qu'il y a un manque de compréhension de la situation et que les pays qui reçoivent doivent se préparer, entre autres, avec des changements climatiques, à ce que ça s'amplifie. Mais il faut voir l'ensemble du problème et non pas seulement ce qui se passe immédiatement chez nous, mais ce qui se passe à l'échelle internationale et comment les démocraties ont commis des erreurs dans le passé. Et par ailleurs, augmenter l'aide à l'étranger, encore est-il qu'il faut être sûr que ça ne tombe pas dans les mains de dictateurs dans d'autres pays. C'est assez complexe. Oui, effectivement. Bon, changeons de sujet, si vous voulez bien. Les conservateurs ont annoncé qu'ils avaient l'intention, s'ils étaient élus, évidemment, d'abolir la TPS sur les maisons neuves de moins d'1 million de dollars. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est 16 milliards de moins dans les coffres de l'État, faut le dire. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Rodolphe? Tout d'abord, je pense que par rapport au gouvernement libéral, c'est facile à comprendre parce que le gouvernement de M. Trudeau a annoncé des milliards et des milliards sur beaucoup de programmes, accélérateurs, infrastructures, etc. Mais on s'y perd un peu. En tout cas, on voit qu'il y a des retards, on voit que c'est très bureaucratique, on voit qu'on ne sait pas exactement combien de logements vont être construits, tandis qu'avec cette mesure où on enlève en fait concrètement la TPS pour les nouveaux logements, on peut s'attendre à ce que, ce soit facilement et que les gens comprennent en fait l'impact, que ça diminue le prix
ou en tout cas que ça donne une sorte d'incitatif pour des contracteurs de construire, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contracteurs qui veulent construire, mais comme il y a un embryo en termes de est-ce que je peux faire ce programme ou pas ce programme, en tout cas, c'est une mesure qui est facile à comprendre. Donc, je dirais avantage aux conservateurs par rapport au programme des libéraux, en tout cas en termes de communication politique. Farouk, avantage aux conservateurs? Oui, moi, je suis pas le plus grand, connaisseur des politiques en habitation, mais comme dirait mon ami Rodolphe, en matière de communication, c'est très efficace. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas 14 critères à combler. On vous enlève la TPS sur votre maison si elle est en bas d'1 million. Ça me rappelle les premières élections de M. Harper avec la fameuse TPS à 5 %. Je me rappelle encore des images de concessionnaire d'auto à concessionnaire d'auto avec l'étiquette de 5 % sur la voiture. Ça marque l'imaginaire. C'est sûr que ça coûte de l'argent à l'État, 16 milliards dans ce cas-ci. Ça va amener des questions sur d'autres genres de politiques que M. Poilievre veut mettre de l'avant. Où va-t-il couper et où va-t-il prendre l'argent? Et ça, c'est un beau débat politique qu'on a en perspective dans les prochains mois. Gilles, est-ce que c'est le genre d'annonce, le genre de programme que l'électeur moyen apprécie? Moi, je vous dirais que c'est assez paradoxal, là, parce que ce sont les conservateurs qui ont créé la TPS. Les libéraux étaient contre, devaient l'abolir, ils l'ont pas fait, et avec raison, selon moi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On regarde les pays où il y a une meilleure répartition de la richesse, avoir des taxes sur les rentes qui empêchent toujours ces faux fuyants sur l'impôt sur le revenu. Maintenant, ça prouve autre chose, c'est que les conservateurs et les libéraux ont quelque chose en commun, intervenir dans un domaine, encore une fois, qui ne relève pas d'eux, mais qui relève des provinces. Or, et c'est comme pour ça qu'on a des équilibres fiscaux, là. Le fédéral intervient sans cesse dans des domaines qui ne sont pas les siens, crée des besoins, puis quand il veut réduire son déficit, s'en retire, mais les besoins ont été créés, puis là, les provinces sont prises à répondre à ces besoins. Alors, c'est essentiellement ça, le déséquilibre fiscal, et tout ça pour tenter de plaire à la population, au-delà de leurs compétences qu'ils devraient respecter. Imaginez, à un moment donné, s'il fallait que Québec et les provinces annoncent qu'ils vont acheter des chars d'assaut, on leur dirait, les forces armées, c'est pas vous autres, là. Mais le logement non plus, c'est pas le fédéral. Jérémy, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que Ottawa marche dans les plates-bandes des provinces? Ben là, sans vouloir enlever, la TPS, c'est quand même une compétence fédérale et je pense que les gens, de façon générale, ne vivent pas dans des juridictions fédérales ou provinciales, ils vivent dans des communautés. Ils ont un enjeu de logement et ils s'attendent à ce que les politiciens à Ottawa présentent des solutions. Soit disant, il faut le faire sans habiller Paul et déshabiller Jean. Hein? Faut pas financer ces programmes-là à même de l'argent qui est destiné aux infrastructures municipales. J'entendais M. Poilievre dire qu'il allait couper dans la bureaucratie de l'infrastructure municipale, économiser quelques 8 milliards de dollars à cet endroit-là. Eh bien, nos municipalités ont besoin de cet argent-là, ont besoin de rénover les infrastructures. On le sait, à Montréal, il y a des égouts qui sont encore construits en bois. On les a vus exploser en plein centre-ville de Montréal. On les a vus complètement détruites à Calgary en juin, priver la ville d'un approvisionnement en eau potable qui est hautement important. Donc, est-ce que Ottawa pile dans les plates-bandes des provinces? Et je pense qu'on doit trouver une façon de travailler ensemble en matière de logement pour en construire plus. Certainement, l'annonce des conservateurs va faire parler parce qu'elle est plus claire, elle est plus simple, elle est plus facile à comprendre que celle des libéraux. Merci à vous tous. Merci, messieurs. Merci. Au plaisir. Merci.